Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel numéro de la Table des Matières, ici au cœur de la Villa Paloma, dans ce merveilleux décor. À mes côtés, je suis ravie de l'accueillir Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. Bonjour Françoise. Bonjour Geneviève. Françoise, nous avons décidé de parler de mer et d'océan, puisque ça rythme l'actualité culturelle de Monaco actuellement, avec l'exposition Miquel Barcelo, océanographe, qui est actuellement à l'affiche de la Villa Paloma jusqu'au 13 octobre, et la réinstallation, après une période de restauration, des œuvres de Roger Capron dans la Galerie des Salines. Pour cela, nous avons sélectionné des invités. Françoise, je vous laisse nous les présenter. Oui, avec grand plaisir, puisque nous accueillerons Björn Dahlström, qui est le directeur du nouveau musée national et également le commissaire de l'exposition sur Miquel Barcelo. Et puis, l'académicienne française Chantal Thomas, que nous avons l'honneur d'accueillir ici et très souvent également en principauté. Je vous propose, sans plus attendre, de les retrouver. À tout de suite. Nous voici donc avec nos invités. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Björn Dahlström. Françoise, nous le disions à l'instant, la mer est une inspiration qui résonne tout particulièrement en principauté. Et ici, à la Villa Paloma, que dire ? Alors que dire, déjà c'est une villa qui est face à la mer, qui a une vue extraordinaire, qui est l'un de nos 2 sites muséaux de la principauté, dirigé par Björn Dahlström, et à qui justement je pose la question, pourquoi avoir choisi un tel artiste dont le thème est essentiellement la mer, et de l'avoir associé à un auteur qui est particulièrement sensible à la mer et qui est constamment en lien avec elle. Alors pourquoi Miquel Barcelo ? Parce que je considère que c'est peut-être un des plus grands artistes vivants. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à son travail. Et en arrivant ici, il me semblait important d'imaginer une exposition qui résonne, c'est toujours ce que je fais, avec le contexte dans lequel je travaille. Et après m'être rendu à plusieurs reprises à Majorque, où vit l'artiste, avoir vu les œuvres, c'est plus de 40-50 ans de création. On en a parlé ensemble et il m'a semblé intéressant de travailler autour du thème de la mer, qui n'est pas le seul thème qu'il aborde dans sa pratique, mais qui est un thème important. C'est un artiste qui est né donc à Majorque. Il dit, sous forme peut-être de boutade, qu'il a appris peut-être à nager avant de marcher. J'ai un rapport à la mer qui m'intéresse particulièrement, personnellement, mais aussi, encore une fois, le contexte monégasque. Il est passionné par la mer depuis tout petit. Il nage, il plonge, il chasse, il navigue. Et il était passionné aussi d'océanographie, puisqu'il avait tous les albums du commandant Cousteau. Donc voilà, à mesure de nos échanges, il m'a semblé intéressant d'aborder cet axe très précis dans sa production et de construire cette exposition avec lui. Et comme dans tous les projets d'exposition, on imagine un catalogue, et on en a parlé assez vite. Et alors, au-delà des textes critiques, d'historiens de l'art, etc., qu'on retrouve très et légitimement dans les catalogues, moi je voulais des contributions d'écrivains, d'auteurs. On en a parlé et le nom de Chantal Thomas est arrivé très vite. Chantal Thomas et Miquel Barcelo se connaissent. Donc il m'a semblé encore une fois évident pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, parce que la mer, la nage est quelque chose de très important pour Chantal Thomas. Il se trouve en plus que Chantal Thomas a une histoire avec Monaco, avec la Fondation Prince-Pierre, etc. Que vous êtes, Chantal, une résidente de la Côte d'Azur depuis un certain nombre d'années. Donc tout semblait être une évidence. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Chantal, qui a bien voulu accepter d'écrire un texte et de s'associer à nous pour cette exposition. Et encore une fois, ajouter quelque chose d'un peu différent, une liberté, je dirais, dans le catalogue, le regard et l'écriture d'un auteur, qui n'est pas un critique d'art ou un historien de l'art.
Alors Chantal, quand vous parlez de la mer, vous utilisez exactement les mêmes verbes que ceux que Michael Barcelo a utilisés dans le catalogue pour parler de son travail, c'est-à-dire plonger, nager, pêcher. Vous êtes constamment, vous avez besoin de cet élément pour vivre et qui est également pour vous une source d'inspiration quotidienne. Mais cet effet d'évidence dont vous parlez, Björn, je l'ai ressenti la première fois où j'ai vu à Paris des œuvres de Michael Barcelo. J'ai été étonnée, mais plus que ça, comme si on avait eu une enfance commune. Lui côté petit garçon et moi côté petite fille, mais comme si ce qui s'inscrit en nous avant qu'on puisse le nommer était la même chose. C'est-à-dire, moi je me souviens d'une vision, j'ai la folie de ces crabes par exemple, de ces poulpes, de tout ce qu'il arrive à saisir par l'aquarelle en particulier, dans le mouvement de l'eau. Je veux dire, sa peinture elle-même est aquatique. Et c'est quelque chose, enfant, qui m'a frappée. Je veux dire, je regardais les hippocampes, je saisissais les crevettes, je jouais avec les algues, et j'avais l'impression que le monde était liquide. Et même des traits de sa personnalité, il est quelqu'un qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Il a quelque chose d'insaisissable. Et moi, je me suis constituée comme ça aussi. Oui. Peut-être parce que j'étais toujours au bord de l'eau, je ne me sentais pas concernée par le côté substantiel et ordonné de la vie adulte, des adultes. Il y a aussi tout cet aspect de métamorphose que Michael Barcelo exprime de par ses différentes techniques. Et vous également, vous parlez de métamorphose parce que vous n'êtes plus la même sur la plage et dès que vous plongez dans les flots. Non, c'est vrai. Et je crois que ce qu'on partage aussi, c'est que ce qui vient en premier, c'est la sensation de l'eau. Et en second, et beaucoup plus tard, le sol ferme, à supposer qu'il le soit. Peut-être avant d'aller plus loin, ce que je vous proposerais, c'est de regarder le sujet que nous a préparé Sarah Inkari, qui est une visite non exhaustive, bien sûr, de l'exposition, pour qu'on en parle plus précisément ensuite, Björn, ensemble. La mer et les océans ont une place centrale dans la vie de Michael Barcelo et cela se constate dans son œuvre. L'artiste espagnol de renommée internationale puise en effet son inspiration de son île natale, Majorque, où paraît-il, il aurait certainement appris à nager avant même d'apprendre à marcher. L'exposition qui lui est dédiée à la Villa Paloma est baptisée sobrement Michael Barcelo océanographe en référence à son désir enfoui d'être océanographe et est composée de près de 80 œuvres. Peintures, céramique, broderie et travaux sur papier, elle retrace 40 ans de carrière sous la thématique exclusive des mers et des océans et propose au public de naviguer depuis la croûte terrestre jusqu'à la surface de l'eau, laissant deviner la figure humaine à travers la pêche notamment. L'amour de Barcelo pour les mers et les océans résonne en principauté où les princes et les institutions accordent une grande place à la protection de ces espaces, et cela depuis des décennies. Inutile de rappeler par exemple le dévouement du prince Albert Ier, que l'on surnomme à juste titre le prince navigateur, et à qui nous devons le musée océanographique, ou encore actuellement les combats du prince Albert II à travers sa fondation éponyme. Ici, la beauté de la nature offerte par Barcelo nous sensibilise subtilement à la nécessité de sa protection. Une goutte d'eau dans l'océan, mais grandement nécessaire. Françoise, quand on arrive dans cette exposition et qu'on n'a pas l'habitude de voir du Michael Barcelo, on est étonné par le nombre incroyable d'expressions, d'inspirations qu'il a voulu présenter. Peut-être
ce qu'on peut voir avec Björn, qui, je le rappelle, est le commissaire de l'exposition, Oui, hein, tout à fait. c'est le parcours. C'est quoi le parcours de cette exposition? C'est surtout, plus qu'arriver dans l'exposition, je crois qu'on s'y plonge directement. On plonge et on remonte. C'est un peu l'idée. Ah voilà. On part vraiment des profondeurs. C'est comme ça qu'on a voulu construire ce parcours, parce que dans une exposition, au bout d'un moment, il faut bien la structurer. Et l'œuvre de Miquel est tellement riche quand elle a trait à la mer, qu'on a proposé vraiment depuis les planchers océaniques, les abysses, la faune, les tréfonds de la mer, jusqu'à une arrivée progressive sur le rivage et des activités plus humaines que sont la pêche, la navigation, etc. Donc c'est un voyage à la fois dans l'espace, donc une remontée encore une fois comme en apnée jusqu'à la surface, et puis un voyage aussi dans le temps, parce que Miquel Barcelo est un artiste très érudit, qui lit beaucoup, qui s'intéresse beaucoup aux écrivains, mais qui a une très bonne connaissance de l'histoire de l'art. Et il s'inscrit dans cette histoire de l'art qu'il connaît parfaitement. On retrouve évidemment l'évocation de l'antique avec ces céramiques qui renvoient directement à la céramique grecque, des ciels brouillés qui nous font penser à Eugène Boudin, ou des vagues voilà, assez spectaculaires qui nous font penser à toute cette peinture réaliste du 19e siècle et du début du 20e siècle, jusqu'à l'évocation de ces retours de pêche, de ces natures mortes où on retrouve encore des congres ou des anguilles encore gigotants sur la table. Donc c'est vraiment deux voyages, à la fois dans le temps et dans l'espace, et qui permettent de déployer toute la variété des techniques que maîtrise parfaitement Miquel Barcelo, que sont évidemment la peinture, mais aussi la céramique, le travail de broderie, puisque c'est assez singulier, et Chantal Thomas d'ailleurs en parle dans son essai, dans le catalogue, un travail qu'il a mené avec sa mère sur des nappes, des rideaux, sur lesquels il a dessiné et que sa mère a rebrodé dans la tradition mallorquine. Donc c'est de montrer vraiment toute la variété de cette œuvre qui, encore une fois, contamine jusqu'au quotidien, puisqu'il mange sur des nappes brodées par sa mère, dessinées par lui-même, et de rentrer presque dans une forme d'intimité, mais qui est universelle, puisque c'est aussi l'objet de ce type d'exposition, c'est de partager avec le plus grand nombre et d'appréhender sa façon de voir la mer, de vivre la mer, parce que c'est plus vivre la mer, parce qu'il éprouve l'eau, il nage, mais aussi il a une connaissance presque anatomique de la faune qu'il dépeint, parce qu'il la pêche, parce qu'il la cuisine, parce qu'il la mange. Il y a quelque chose de très sensuel aussi dans ce travail. Alors c'est toute une histoire familiale autour de la mer pour Miquel. C'est une histoire familiale aussi pour vous, Chantal, la mer, Oui. votre maman, nager aussi quotidiennement et se retrouver presque exclusivement elle-même que lorsqu'elle était dans le milieu aquatique. Oui, la grande différence avec l'œuvre et l'histoire de Miquel Barcelo, c'est que mes parents sont venus vivre à Arcachon, après avoir vécu à Versailles, ou dans la région parisienne, et à Lyon. Et donc, ils sont arrivés comme touristes. Ils étaient des touristes qui se sont installés. Et ensuite, quand ma mère est venue vivre à Menton, puis à Nice, c'est la même chose. Elle était dans un émerveillement de découverte. Et ce que je sens en la personne et en l'œuvre de Miquel Barcelo, comme vous venez de le mentionner, c'est que c'est inscrit dans l'histoire ancienne de l'île. Il est un élément de cette histoire. Et il est à la fois, il a un talent complètement génial, ancré dans l'art le plus ancien, pariétal, mais aussi il est un être incroyablement international, et il passe avec facilité d'une langue à une autre. Et il tient tout ça en même temps. Il tient une histoire archaïque, un mode de vie archaïque et une facilité à aller dans le monde qui est déconcertante. Je me disais, en vous écoutant tous les deux, est-ce qu'on peut dire que Miquel Barcelo est émerveillé lui aussi? Parce que vous parlez de cet émerveillement. Oui, est-ce qu'on le retrouve dans l'œuvre de Barcelo? Ah oui, bien sûr. Je pense que l'exposition est très parlante à ce titre. Depuis cette salle des abysses, avec ces espèces de formes luminescentes, enfin, il y a un émerveillement constant, et la volonté de le partager aussi. On parle de ça. Donc c'est aussi
dépeindre, décrire un milieu avec lequel il est extrêmement familier. Ça n'est pas un travail écologiste militant, j'entends, mais lui-même l'est. Il a défendu son île, il s'est mobilisé contre la bétonisation de Majorque. Évidemment, il a une sensibilité écologique très importante. Le travail en lui-même ne l'est pas. En revanche, évidemment, il nous ouvre à un monde absolument merveilleux, c'est ce terme que vous employez, et qui nous sensibilise. Et c'était aussi là une manière de raisonner avec cette politique de la principauté, de cette conscience d'une urgence écologique, de protection des océans. Et même si ça ne résonne pas directement, ça l'est implicitement, nécessairement, parce que c'est quelqu'un qui vit dans son environnement de manière très équilibrée. Et pour lui avoir rendu visite plusieurs fois à Majorque, on sent effectivement cette espèce de symbiose un peu magique qui fait terriblement envie et assez exemplaire, je dois dire. Et vous aussi, Chantal, en tant qu'artiste, écrivain, dont le thème récurrent est la mer, est-ce que vous vous sentez militante de cet environnement ? Ah oui, je suis très sensible si je reviens à Arcachon, par exemple, je suis très sensible à la métamorphose du bord de l'eau. Ce qui me frappe aussi et que j'aime quand j'ai parcouru l'exposition, quand nous l'avons parcouru ensemble, c'est de voir à quel point ce qui caractérise l'eau, c'est justement qu'elle est infiniment changeante. Et là, on est en train de parler, et l'eau sous nos yeux change. Et comment la diversité infinie de l'œuvre de Miquel Barcelo reprend cette possibilité. C'est presque inouï, parce que si on regarde la vague de Courbet, par exemple, c'est magnifique. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun peintre qui ait à ce point envisagé l'éventail presque ouvert sur l'infini de la beauté marine. Et aussi à tous les niveaux, comme surface, comme profondeur, en bateau, éprouvé par le corps, parce qu'il y a une présence physique intérieure dans ces tableaux qui est vraiment exaltante. Et cette exposition, moi, elle m'exalte particulièrement. D'abord parce qu'évidemment, c'est l'eau. Mais aussi, c'est parce qu'on sent, par la dynamique du pinceau ou du trait de Miquel Barcelo, on sent son investissement physique. C'est comme si on était avec lui au surgissement même de l'œuvre. Ouais. Peut-être Björn, quand Madame Thomas parle de cette diversité, de ce foisonnement dans la création de Barcelo, quand on décide de faire cette exposition, quand vous décidez de la monter, quelle est la priorité ? Enfin, comment on fait son choix ? Alors le choix est... J'ai eu beaucoup de choix, parce qu'on a travaillé... Oui, justement. Ça a été une expérience très, très confortable, agréable et qui s'est faite en confiance, parce que 90% des œuvres qui sont présentées dans l'exposition appartiennent à l'artiste. Donc ça a été un dialogue très fluide. Je me suis rendu à plusieurs reprises chez lui à Majorque et il m'a laissé choisir. Donc en fonction de cette construction, j'évoquais ce thème de remonter depuis le fond jusqu'à la surface. C'est ce qui a un peu guidé mon choix. Et comme le disait Chantal, il y a une diversité à la surface, en dessous, dans les tréfonds. Donc voilà, j'avais le choix, donc c'était très, très agréable et confortable. Et après, c'est un choix assez personnel. Le commissaire, on a envie de dire quelque chose. Je voulais montrer la variété, à la fois des techniques, mais aussi des thèmes, et même de la chromie, parce qu'il y a évidemment une prédominance du bleu, mais pas exclusivement. Et ça m'intéresse aussi de montrer, d'être fidèle finalement à la variété de cette gourmandise de l'artiste. Je voulais évidemment surtout ne pas trahir l'artiste ni l'œuvre, montrer sa diversité, sa richesse, sa fulgurance. Chantal, Thomas parlait à l'instant d'impermanence, mais c'est pas le terme que vous avez employé, mais vous l'employez souvent dans vos textes. Et ça aussi, c'est un trait commun avec Miquel Barcelo. Il dit c'est presque la mer, c'est presque une métaphore de mon travail, de moi-même en fait. Ça change tout le temps, parce que la mer change selon le climat, selon les marées, selon la lumière. Et les possibilités sont infinies. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans la variété des choix que j'ai pu opérer, parce qu'il a une production extrêmement foisonnante et qui nous a permis de construire encore une fois cette remontée à la surface. Ce qu'on dit, François, c'est qu'on est toujours étonné par l'expression multiple. Oui, alors d'une part, il y a l'expression multiple, mais il y a aussi, je pense, toute cette joie, et on en a discuté
de cette joie que traduit Miquel Barcelo par rapport à la mer. Et justement, dans vos textes également, par rapport à cette thématique, j'ai remarqué aussi bien chez vous que chez Miquel Barcelo qu'il n'y a jamais de nostalgie. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose de l'enfance. L'enfant ne regarde pas l'eau, il n'est pas un contemplateur. S'il voit l'eau, c'est pour sauter dedans. Et moi, quand j'arrivais en train à Nice, à partir du moment où le train longe la mer, c'est très pénible, c'est très frustrant, quoi. Et donc, pour l'enfant, je pense, la mer est un appel dynamique. Et il n'a pas les mots de beauté, c'est simplement quelque chose dans lequel on veut s'ébattre. Et on parlait de du très riche déploiement des possibilités de Miquel Barcelo, mais c'est aussi dans les états d'âme qu'il est extraordinaire, je trouve. Parce qu'il y a une jubilation, il y a une euphorie, et je pense par exemple, c'est les crevettes flamboyantes qui, moi, m'exaltent particulièrement. Mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose d'espagnol aussi, il y a aussi le tragique. Et ça, moi, je sens ça aussi profondément. Cette euphorie, cette possibilité de la joie et de l'oubli, elle est si forte, et je pense à Nietzsche, si on a aussi la perception du tragique. Sinon, c'est superficiel. Alors justement, Françoise, nous l'évoquions en début d'émission, il y a également une exposition. Alors celle-là, elle est accessible à tous, tout le temps, et je l'espère, enfin nous l'espérons tous pour très longtemps. Ce sont les œuvres de Roger Capron qui ont été réinstallées après une période de restauration à la Galerie des Salines, et c'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage de Sarah Nkari. Après une première vie en bord de mer, le travail de Roger Capron, céramiste français des années 50, a trouvé un second souffle dans la Galerie des Salines cet été. À l'origine, ces poissons, algues et crustacés composant ce magnifique décor en céramique ont été réalisés suite à une commande de l'État monégasque pour sublimer les façades des locaux situés sur la promenade du Larvoto en 1968. Pour cette commande, Roger Capron a utilisé un système en dents de scie appelé le WM afin d'obtenir un effet de profondeur et un résultat plus que jamais moderne. Appartenant au Op Art, aussi appelé art optique, il décrit certaines pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 60, jouant avec l'œil à travers des illusions ou des jeux d'optique. Mais suite aux travaux de restructuration du site, l'œuvre a été retirée en 2019 et 12 des 29 panneaux ont pu être restaurés. Nettoyage, comblement, peinture, cette restauration minutieuse de 3 ans a été réalisée par une équipe de 6 conservatrices restauratrices et une régisseuse. Une fois remonté sur châssis, le nouveau visage de l'œuvre a été dévoilé en présence de la princesse de Hanovre et du fils de l'artiste, Philippe Capron, lui-même céramiste. Désormais, les passants peuvent admirer dans cette liaison piétonne entre le jardin exotique et le quartier de Fontvieille le travail de l'artiste décédé en 2006, lui qui tenait tant à faire du beau à la portée de tous. Voilà pour cette visite. Françoise, on parlait de restauration. Est-ce que ça a été long, compliqué ? Alors compliqué non, parce que ça a été une très très belle collaboration entre différents services du gouvernement princier, à savoir la direction des travaux publics, le nouveau musée national, la direction des affaires culturelles. Et je pense que l'élan a été vraiment d'une incroyable joyeuseté pour ce projet, puisque ces plaques étaient exposées au Larvoto, l'ancien quartier du Larvoto. Nous avons grandi avec. Qui était donc... Oui, ce sont les premières expressions artistiques que j'ai vues, en fait, en allant apprendre à nager. Oui. Qui était au bord de l'eau, voilà, qui était au bord de l'eau, donc un travail de Roger Capron. Lorsqu'il a été décidé de modifier le paysage du Larvoto par Renzo Piano, ces plaques ont été enlevées et c'est là que l'on a décidé de les
préserver et de les mettre dans le couloir d'accès au parking des Salines. Elles étaient en fort mauvais état, c'est ce qui nous a fait aussi décider le fait de les mettre davantage à l'abri. Restaurées magnifiquement sous la houlette de Célia Bernasconi pour qu'elles soient sublimées, elles le sont. Et je peux vous dire que lorsque le public emprunte ce cheminement, il y a automatiquement un arrêt de la part de ces personnes et puis vraiment une surprise de trouver de telles œuvres. Oui, parce que Björn, ce qui est important, c'est aussi de mettre l'art et son expression à la portée de tous. Alors choisir une galerie qui jouxte un parking et qui rejoint un quartier, c'est l'assurance quand même de le mettre à la portée du plus grand nombre. Oui, c'est ce que nous faisons de manière générale au musée en organisant des expositions. Mais le grand public l'ignore peut-être. On a la charge de beaucoup d'œuvres dans l'espace public qui sont inscrites à l'inventaire du musée. Et des équipes sont mobilisées en permanence pour s'assurer qu'elles sont en bon état, maintenues dans les meilleures conditions possibles. Il y a eu plusieurs chantiers, notamment la fontaine L'Artigue, qui a été restaurée sur cette même plage du Larvoto. Il y a des œuvres monumentales comme l'Hexagrace de Vasarely, au-dessus du Fairmont. Et puis cette série de très, très belles céramiques de Roger Capron. Et évidemment, alors, l'objet de ce tunnel, ou en tout cas de cette nouvelle accès à la Principauté de Monaco, c'est de se garer en haut au parking à côté du jardin exotique, et puis de cheminer vers la Condamine, Fontvieille et le Rocher. Et je trouve que c'est une manière d'accueillir les visiteurs ou les personnes qui travaillent ici de manière tout à fait intéressante, parce que ça ressemble un peu à des planches anatomiques, zoomorphiques, d'animaux qui sont absolument sublime, que le fils de l'artiste parlait d'op art. Alors effectivement, il y a une référence assez directe à ça, mais je les trouve d'une contemporanéité assez intéressante. Assez étonnante, et le travail de restauration qui a été mené pendant 4 ans, quand même, à la fois sur les mailles, le comblement des manques et la réinstallation dans cette... On parle d'un tunnel, mais c'est presque c'est une galerie. Dans des conditions d'éclairage, d'accueil et de possibilité de les appréhender, parce qu'il n'y a pas de mise à distance. On est vraiment directement au contact c'est presque des sculptures. C'est un bas-relief quand même assez saillant, et de ces animaux fantastiques, merveilleux, qui sont assez proches d'une certaine manière du vocabulaire, ou en tout cas des thèmes qu'évoque Michael Barcelo dans cette exposition et dans son travail de manière générale. Et c'est assez amusant parce qu'on a inauguré cette galerie au moment où vous venez d'ouvrir l'exposition, et donc il y avait un lien assez direct évidemment avec la programmation de la Villa Paloma. Alors là, il me semble qu'il y avait quelqu'un aux manettes. Je me tourne vers Françoise, je me suis dit, il n'y a pas un grand hasard. C'était un choix de mettre cette exposition et la réinstallation de Roger Capron en résonance, certainement. Alors, ça a été un calendrier heureux, je dirais. Voilà, c'était un calendrier heureux. Je précise justement tout le travail du nouveau musée sur l'inventaire des œuvres d'art en ville. On en a exactement 170 que vous pouvez retrouver sur une application qui s'appelle Chemin des sculptures Régnier 3 et qui vous permet de découvrir à la fois l'œuvre, l'artiste, son positionnement en ville, et qui vous indique la suivante, tout proche, localisée à partir de votre téléphone. Est-ce que c'est important de permettre à tous d'accéder à ce que l'artiste a envie de dire? Est-ce que c'est une démarche? Parce que quand on écrit, quand on publie, est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde puisse le lire? Quand on écrit ou quand on peint, c'est pas la première question qu'on se pose. Et il faut mieux pas se la poser. Je pense que le miracle et l'énigme, c'est comment ça se fait que, en effet, le public et que des gens soient vraiment bouleversés. Et je pense que c'est cette chose qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer, qui est une singularité extrême, c'est ça qui fait l'artiste, et on voit ça avec Proust. Plus singulier que Proust, il n'y a pas. Mais une œuvre plus étendue au monde entier et plus traduite, il n'y a pas non plus. Donc c'est en allant, je crois, au bout de ce qui aurait pu nous tuer ou faire de nous des fous, c'est en allant au bout de ça qu'on rejoint un universel et que le public se nourrit, et même, je pense, quand il sort de cette exposition, j'espère qu'il est exalté et qu'il voit mieux. Il voit mieux la splendeur de l'eau, il voit mieux les sensations quand on entre dans l'eau,
le bonheur de solitude extrême qui fait très bien sentir Michael Barcelo. Parce que c'est aussi, être fou de la mer, c'est aussi un apprentissage de la solitude. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous les deux. J'espère que nous vous avons donné envie de venir découvrir ou redécouvrir Michael Barcelo, d'emprunter la Galerie des Salines et plus largement, comme vient de nous le dire Françoise, de parcourir les rues de la Principauté et de voir toutes ces œuvres qui la composent. Je rappelle tout de même que Michael Barcelo, Björn, c'est jusqu'au 13 octobre ici à la Villa Paloma. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. J'espère aussi que ça donnera envie aux téléspectateurs de lire l'œuvre de Chantal Thomas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Qui est absolument Merci. magnifique, même si vous ne pensez pas à vos lecteurs quand vous écrivez. Moi, je peux vous dire que c'est un grand plaisir de vous lire toujours, Chantal. Oui. Je conseille même de venir lire ses ouvrages sur un banc de la Villa Paloma. Et donc merci madame d'avoir été avec nous. merci Françoise. Merci Geneviève. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une autre table des matières et à bientôt sur Monaco Info.